Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine que j'aimerais dédier à la mémoire de Serge Dassault, l'actionnaire du Figaro, disparu lundi dernier, à qui un hommage national est rendu en ce moment même aux Invalides en présence du Premier ministre. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Nous allons commencer par parler de l'Italie, puisque enfin le gouvernement est formé avec Giuseppe Conte et les représentants de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Ce nouvel gouvernement est-il une menace pour l'Europe? Vous nous donnerez votre point de vue. On va parler aussi du changement de nom du Front National, qui va désormais s'appeler le Rassemblement National. Est-ce que ça le dédiabolise, selon l'expression consacrée? Nous en parlerons, et puis on parlera aussi des réactions européennes et en particulier françaises après l'annonce par Donald Trump de taxation sur l'acier en provenance de l'Union européenne, mais aussi du Mexique ou du Canada. Emmanuel Macron a-t-il raison de se poser en défenseur du libre-échange ou est-il en retard d'une guerre? Et puis on va aussi revenir sur cette polémique qui n'en finit pas. La déclaration de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, c'était mercredi, avant-hier, et il a parlé de benchmarking pour expliquer que les migrants choisissaient avec soin leur destination en Europe. Est-ce une déclaration choquante? Nous en parlerons avec nos 4 invités. Bonsoir Judith Weintraub. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Benjamin Grange est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Dentsu Consulting et directeur général de Dentsu à Aegis France. Bonsoir Richard Bouygues. Bonsoir. Heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes un expert, surtout dans les sujets de sport et de société à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi premier adjoint socialiste à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Et vous êtes le co-auteur d'un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle « Le foot va-t-il exploser ?» aux éditions de l'Aube et à la Fondation Jean Jaurès. Et puis Adrien Matou est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne. Nos confrères de Marianne qui, ce week-end, sortent une couverture, non pas sur l'héritage, chers amis, car ça, je crois que c'était vendredi dernier, mais Adrien Matou va nous dire lui-même la une de son magazine ce week-end. Les marchés décident du sort de l'Europe et donc de l'Italie. Exactement. Eh bien, l'Italie, parlons-en, justement, habile transition. Giuseppe Conte est donc le nouveau président du Conseil italien. Il y a dans ce gouvernement le patron du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui est vice-président du Conseil et ministre du Développement économique. Matteo Salvini aussi, le patron de la Ligue, l'ex-Ligue du Nord, et là aussi, il est ministre de l'Intérieur. Et Paolo Savona, et puis j'en arrêterai là dans la liste des ministres. Vous savez, c'est cet homme qui devait être ministre de l'économie, mais qui était ouvertement anti-euro, et on l'a recasé au ministère, oui, des Affaires européennes. Alors, est-ce que ce gouvernement est encore dangereux pour l'Europe? Écoutez les déclarations très prudentes faites par le ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Jean-Yves Le Drian, c'était hier soir sur LCI. Il faut respecter leur vote. Ils ont fait leur choix. Il faut qu'ils le mènent jusqu'à son terme. Et le président Mattarella a proposé la composition d'un gouvernement. Il a pris ses responsabilités aussi. Je pense qu'il ne faut pas porter de jugement parce que nous avons besoin de l'Italie. L'Europe doit être au rendez-vous des interrogations des Italiens. Adrien Matou, on sent un gouvernement français très prudent et pourtant, en réalité, il y a une vraie inquiétude en Europe. Oui, parce que d'abord, Emmanuel Macron avait félicité Sergio Mattarella quand il s'était opposé à la formation du président de la République italienne. Ouais, quand il s'était opposé à la formation du premier gouvernement italien. Alors ensuite, on voit qu'il louvoie un petit peu parce qu'il y a eu des réactions outrées à ce qui s'était passé. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement italien qui vient d'être formé, il est élu sur la promesse de remettre en cause l'ordre économique de l'Union européenne. Donc forcément, il y aura confrontation. Judith Weintraub, en même temps, l'homme qui posait problème et qui fait que le président Mattarella, dont on parlait à l'instant, avait refusé ce gouvernement, c'était un ministre de l'économie qui voulait sortir de l'euro. Le nouveau, lui, il n'est pas anti-euro. Donc est-ce que c'est rassurant ? Ça ne change pas fondamentalement la nature du problème, au sens où effectivement le programme qu'ont élu les Italiens en donnant leur voix à la Ligue et à son partenaire est incompatible avec l'Europe telle qu'elle est. Donc évidemment le problème va se poser. Il semblerait que, comme en France d'ailleurs, il y ait un décalage entre l'adhésion que suscitent les partis souverainistes et l'opinion des gens sur faut-il rester dans l'euro ou le quitter. Il y a eu plusieurs enquêtes en Italie qui semblaient indiquer que le mouvement en faveur d'un départ de l'euro n'était pas si net que ça. Ça explique aussi peut-être la prudence des nouveaux arrivants.
Le Benjamin Grange, vous êtes souvent l'analyste, la vigie de cette émission sur les réseaux sociaux. Bon, ce n'est pas un sujet français, est-ce qu'on en parle quand même? Est-ce que ça suscite de l'intérêt? Alors, si globalement on parle beaucoup de l'Italie, oui. Mais on parle surtout de l'Italie par rapport au France-Italie de ce soir, match amical, au Giro. Bref, beaucoup de conversations. C'est presque cette semaine 50% de conversations de plus que la semaine dernière. Voilà, c'est presque 196 000 conversations. C'est effectivement énorme. Maintenant, au milieu de ça, oui, on parle du sujet de ce nouveau gouvernement. Et finalement, on en parle de deux manières. La première, on challenge terriblement la compétence du nouveau Premier ministre, qui finalement est peut-être un juriste émérite, mais en tout cas n'a pas montré de compétences ou de fait d'armes particuliers quant à la gestion d'un domaine, en tout cas d'un domaine ou d'un gouvernement ou d'un sujet public. D'ailleurs, personne ne le connaissait. Il y a 10 jours, quand les gagnants des élections l'ont sorti de leur chapeau, y compris en Italie. Exactement. Et puis, surtout, ce qui marque les conversations, c'est cette interrogation sur la montée du populisme. Et finalement, tout le monde se dit, mais non, l'euro n'est pas l'alibi de tous les problèmes, les migrants non plus. Et donc, l'interrogation des Français, qui est très très marquée dans les conversations suite à cette nomination, c'est pourquoi cette montée du populisme, eh ben, elle imprime tant aujourd'hui, avec comme illustration finalement ce qu'on vit en Italie. Alors, chers internautes, vous le savez, cette émission est la vôtre et vous n'avez pas attendu ce commentaire pour le savoir. Vous donnez vos réactions sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue, sur lefigaro.fr. Et voici les premiers commentaires. Il faut respecter le vote des Italiens, nous dit Crépy. Bruxelles se moque du peuple et de son opinion. J'appelle ça du despotisme. Alors ça, Bruxelles, c'était les déclarations des commissaires européens, ou en tout cas de l'un d'entre eux, qui expliquait que les troubles économiques possibles allaient faire revenir les Italiens dans le droit chemin. L'Italie a enfin un gouvernement choisi par ces Italiens, nous dit Agostina, qui d'ailleurs nous écrit en italien. Et donc, mais on a de grands moyens à Figaro Live, donc on a traduit en simultané. Et Alexandre nous dit ça finira en baissage de froc comme Tsipras, point d'interrogation. Alors ça, c'est pas en italien apparemment. En exit toujours repoussé comme la Grande-Bretagne. Alors la question d'Alexandre est intéressante. On se souvient qu'effectivement Tsipras avait été nommé Premier ministre en Grèce sur la promesse d'une politique en rupture avec l'Europe et finalement ça s'était pas fait. Mais revenons à l'Italie. Richard Bouygues, votre analyse sur ce qui est en train de se passer? Moi, je crois qu'il y a un fait majeur et qu'on va revoir dans plein d'élections en Europe, c'est qu'à la disparition d'un clivage qu'on appelait gauche-droite un peu traditionnel, on voit qu'on a un autre clivage qui s'est aujourd'hui dessiné, qui est celui un peu de système-antisystème, politique-austéritaire, pas politique-austéritaire. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est légitimement élu, le principe constitutionnel a bien fonctionné et je crois qu'il faut respecter ça. Après, il y a la promesse notamment économique, avec des montants proposés pour relancer la machine et investir, avec pas d'impôt à côté, ce qui est en fait le programme un peu commun de cette alliance originale. Toujours plus de dépenses publiques. Mais oui, mais qui en fait interroge quand même quant à sa possibilité, à sa nature. Et en même temps, on le dit, l'Italie est un des acteurs majeurs de la construction européenne. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un chamboulement parce que cet acteur-là vient un peu titiller ce qui est aujourd'hui l'axe fondateur encore de l'Europe. Et est-ce que l'Europe a encore un sens? Est-ce qu'il faut la remodeler ou pas? On a deux vrais sujets. Moi, je pense que aussi, on a abandonné l'Italie sur certains sujets, je pense notamment sur les migrants. Je pense qu'on n'a pas été globalement courageux. Je dis on, c'est les pays européens. Je pense que la France, comme d'autres, aurait pu peut-être avoir un peu plus de compréhension pour ce qui se passait. Et si les Italiens ont autant réagi sur ce sujet, ce n'est pas que par hasard, mais il y a eu un vrai sentiment d'être abandonné. Ça nécessite une politique européenne que certains États ne veulent pas, mais pour ceux qui la voulaient, ils ne se sont pas fait beaucoup entendre non plus. Et je crois qu'il y a eu aussi ça, le fait que l'Europe, certes, elle n'était pas la cause de tous les maux, mais quand il y avait un besoin, elle n'était pas forcément au rendez-vous. Je crois que ça a pesé. Adrien Matou, le paradoxe, c'est qu'on ne parle que des questions économiques, là, depuis que la présentation de ce gouvernement a eu lieu, notamment savoir si l'Italie va ou non sortir de l'euro, alors même qu'on avait eu le sentiment que la campagne, elle s'était jouée sur l'immigration, ou plus exactement contre l'immigration, ce qui a fait le succès notamment de la Ligue. C'est vrai que c'est très paradoxal, mais parce que pourquoi on ne parle que des questions économiques? C'est parce que ce sont précisément les questions économiques qui ont conduit les Européens et les pro-Union européenne à l'intérieur de l'Italie à s'opposer au premier gouvernement. Ce n'est pas du tout la question des migrants. On n'a pas entendu les partisans de l'Union européenne s'indigner de la politique migratoire, mais c'est vraiment le nœud du problème, c'est que le gouvernement italien
même si son programme est un petit peu baroque, il remet en cause totalement le libéralisme économique qui prévaut à l'Union européenne. C'est ça le problème, en fait. C'est pas la question des migrants. Vous partagez ce point de vue, Gilles Weintraub, que en fait, Bruxelles, pour être simple, c'est-à-dire les alliés, enfin, à la fois la Commission européenne, les alliés européens de l'Italie, se préoccupent plus de l'avenir de la zone euro que du problème de l'immigration par rapport à l'Italie ? Oui, parce que c'est le problème le plus urgent. Par rapport à ce que disait le premier internaute, il a parfaitement raison. En fait, le pire service qu'on puisse rendre à la Ligue et à 5 étoiles, c'est de les laisser gouverner. Plus ils appliqueront leur programme, moins on alimentera ce sentiment qu'on a en France depuis le rejet du traité de Maastricht de déni de démocratie, que l'Europe se fait contre les peuples et qu'ensuite les gouvernements font leur petite cuisine dans leur petit pot, pour reprendre une expression célèbre, et que du coup, le mouvement populaire, il est forcément anti-européen. Donc évidemment, il faut qu'ils puissent gouverner et gouverner pleinement. Et c'est absolument normal que les premières décisions ou intentions qui inquiètent l'Union européenne concernent l'économie, parce que sur les migrants, que voulez-vous que l'Italie fasse de plus que ce qu'elle fait déjà, alors qu'effectivement, on l'a complètement laissé tomber. Quand je dis on, il ne s'agit pas de l'Union européenne, mais des États qui la composent. Parce que c'est très facile de demander à l'Europe de tout faire et lui reprocher de ne pas en faire assez, ou plus exactement lui reprocher d'en faire trop quand on veut se débarrasser de la popularité de certaines décisions. Benjamin Grange. Ce qui me fascine, c'est l'analogie avec ce qu'on a vécu il y a quelques mois quand Barcelone a commencé à faire sécession. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait l'Italie du Nord qui disait « mais moi je vais bien et finalement pourquoi je ne ferai pas sécession avec le reste du pays ?» La Catalogne. Comme la Catalogne. Et commence à se dégager pays par pays, forcément 2 ou 3 pays différents. Et on le voit bien déjà en France, où le président Macron est le président de ceux qui vont bien, le président des villes, le président des riches, le président de la croissance. Puis à côté de ça, il y a le reste. Et donc, on commence à voir, même en France, déjà ces deux plaques. Là, en Italie, c'est très clairement la plaque de ceux qui ne sont pas de l'Italie du Nord qui a évidemment gagné. En Grande-Bretagne, ça a été absolument pareil. Et en Grande-Bretagne, ça a été exactement pareil. Attention à ce que ça ne contamine pas la France. On a posé la question aux internautes du Figaro, c'est la question du jour sur le Figaro.fr. Le nouveau gouvernement italien anti-système est-il une menace pour l'Europe ? Il y a un peu plus de 10 000 votants, ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat. Et c'est plutôt non, il y a une majorité qui n'est pas écrasante, mais qui est quand même nette pour le non. Je vous donne encore des réactions en vrac d'internautes un peu en colère. Pourquoi le vote des citoyens fait-il si peur aux pseudo-élites qui vivent en parasites des impôts, nous dit le Drapier. Eh bien oui, ça conforte ce que vous disiez, Benjamin Grange. Quant à Johan, il nous dit qu'il a été dérangé par la déclaration de Bruno Le Maire. De quel droit se mêle-t-on du vote des Italiens ? Ça, c'est une allusion aux déclarations du ministre de l'économie français qui, effectivement, faisait part de son inquiétude juste après les élections. Bruxelles est en rupture avec les peuples, avec toujours plus de demandes de faire des sacrifices, soupire Marie. Moi, j'ai une question un peu bête à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'Europe est en danger, en vrai danger aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est juste, on va dire, un orage de plus, comme elle en a connu tant ? Adrien Matou. Ça peut être un danger parce que, contrairement à la Grèce il y a 3 ans, l'Italie ne peut pas être balayée d'un revers de main. C'est la 3e économie de la zone euro, on le rappelle. C'est un des membres fondateurs de l'Europe. Moi, je pense que les Italiens, alors ils sont quand même loin de sortir de la zone euro, mais si c'est le cas, et ça peut arriver, l'Europe peut s'effondrer. Oui, on a intérêt à attacher. On voit que les Allemands sont un peu paniqués d'ailleurs dans leur réaction. Richard Brigan, un tout petit mot là-dessus. Et pourquoi pas une menace pour l'Italie d'abord, avant d'être une menace pour l'Europe. Si finalement les résultats ne sont pas au rendez-vous et que le programme tel qu'il est proposé, avec beaucoup d'annonces et très peu de moyens, n'aboutit pas, ne change pas concrètement la vie des gens, on va retourner sur une menace d'abord pour les Italiens, avant d'être une menace pour l'Europe. Je sens qu'on va reparler de ce sujet et que ça n'est pas fini. On revient en France pour parler du nouveau nom du Front National qui va s'appeler Rassemblement National. Pourquoi j'utilise le futur ? Parce que la décision doit être entérinée aujourd'hui à 19h30 après l'annonce du résultat des votes des militants. Alors, l'explication classique, c'est de dire que le Front National change de nom pour se dédiaboliser, pour être plus accepté par le système. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est rassurant, entre guillemets, ce changement de nom ? Écoutez ce qu'en pense le député du Gard, Gilbert Collard, lui-même Front National. Il a quelques
quelques doutes, voire même plus, sur l'effet de dédiabolisation d'un nouveau nom. Je dis, bon, je voterai le changement de nom par esprit de camaraderie. Hein. Je dis, mais vous l'aurez, la diabolisation, elle continuera à exister parce qu'elle est un processus politique. Les adversaires ont besoin de la diabolisation pour se réconcilier contre nous. Regardez Darmanin quand on lui demande, mais pourquoi vous avez rejoint Macron? Ah, contre le Front National. Wauquiez, contre le Front National, et ainsi de suite. Bon, finalement, on permet à toutes les mauvaises consciences de se donner bonne conscience. Julie de Veltroub, il a raison. J'espère que là, le FN, même rebaptisé, restera le mouton noir de la vie politique, ou le grand méchant loup. Il a raison. Ce qu'il décrit, c'est ce que Laurent Bouvet, le philosophe, sociologue, politologue, avait appelé la stratégie du castor. Vous savez, la gauche castor. Elle n'existe que parce qu'elle fait barrage, ou en tout cas qu'elle prétend faire barrage au Front National. Et c'est vrai qu'en ces temps de confusion sur le programme, sur des clivages fondamentaux que sont le libéralisme, le rôle de l'Europe, la place de l'État, il faut quand même avoir des choses à dire au peuple qui élisent leurs dirigeants et leur dire nous combattons le Front National, eh bien ça tient lieu de discours. Est-ce que le Rassemblement national va désamorcer cette précieuse source de fédération au sein des partis? Je ne le crois pas. En plus, il y a toujours un problème avec les noms de partis politiques qui expriment des intentions, des objectifs plutôt que des idées. Ça rappelle un peu, toute proportion gardée, l'Union pour un mouvement populaire. Être uni, être en mouvement et être populaire, je ne connais pas un parti qui ne souhaite pas l'être. Il ne suffit pas de le dire pour le devenir. Richard Bouygues, ça change quelque chose, ce changement de nom? En tout cas, ça évoque trois choses. D'abord, ça change de nom, ça ne change pas forcément le son du Front National, puisqu'on va avoir des discours qu'on a déjà entendus, même si finalement le nom va changer. Donc pour vous, ce n'est pas rassurant? C'est pas rassurant, c'est de la continuité. L'histoire du Front National est en fait celle de trouver les moyens du rassemblement. Vous savez, le nom rassemblement tel que national, ça rappelle plein de choses. Ça rappelle en 1986-1988, à l'Assemblée nationale, on avait un groupe politique qui s'appelait Front National, Rassemblement National, me semble-t-il. C'était la tentative de Jean-Marie Le Pen déjà d'élargir les bases du Front National. On a eu la même chose avec l'Union patriotique à un moment donné qui n'a pas pu réussir, qui a abouti au divorce entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen. On a eu plusieurs tentatives qui sont celles de comment on arrive à dépasser le plafond de verre, comment on arrive à avoir des alliances pour le Front National, parce qu'il sait bien qu'au deuxième tour, il n'y arrivera pas. La déclaration aujourd'hui de Nicolas Dupont-Aignan disant qu'on ne lui imposerait pas un calendrier rappelle un petit peu déjà la tentative très réussie qui va être celle du changement de nom. On peut dire derrière que le Front National rassure finalement, c'est le rassemblement, mais on reste national. La flamme, on parlait de l'Italie tout à l'heure, qui est un héritage du mouvement MSI en Italie, elle reste et les fondamentaux restent. Donc finalement, j'ai l'impression que la quadrature du cercle est en train d'être réussie par le Front National. Il faut changer, mais pas trop. Il faut donner des gages à ceux qui veulent rester, ceux qu'ils ont été, tout en ouvrant avec le mot rassemblement. Est-ce que ça fait une stratégie gagnante aujourd'hui? Pas sûr, mais pour autant, il faudra regarder. Mais ça rappelle vraiment les soubresauts et les tentatives d'élargissement qui parcourent et qui sont l'histoire du Front National depuis sa création en 1972. Benjamin Grange, on sait que les sympathisants Front National sont traditionnellement assez actifs sur les réseaux sociaux. Ce sujet-là, ça les intéresse? Et les autres Français aussi, d'ailleurs? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, pour moi, ça change quand même pas mal de choses, ce changement de nom, parce que c'est un peu la stratégie de l'oubli. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé du Front National à la fois des départs, il y a eu l'échec aux élections présidentielles. Et donc, on sait très bien qu'un nom véhiculant du sens, ramenant à l'imaginaire, eh bien, le fait d'en changer est aussi un moyen de se réinventer sur quelque chose. Je pense qu'ils auraient dû le faire il y a très longtemps et que là, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour le faire. Il aurait fallu pour vraiment recomposer plus vite post-élection présidentielle. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Après, est-ce que ça va dédiaboliser et est-ce que, je dirais, les Français sont dupes de la manœuvre? Pas du tout. Si la régie veut bien mettre cette illustration qui est en fait le résumé à travers les émojis, ce qui résume finalement le sentiment sur les conversations. Ça se passe de commentaires, c'est effectivement le rire, ça fait sourire.
donc personne ne se prend là au jeu. Et donc c'est presque une des premières fois où je serais d'accord avec Gilbert Collard. Ça ne va pas changer grand-chose quant à la dédiabolisation. Et on s'en remet. Ouais. Adrien Matou, c'est un tournant, c'est rassurant, c'est une forme de normalisation ou pas? Alors, rassurant, moi je pense vraiment que les gens qui étaient déjà effrayés par le Front National le seront tout autant par le Rassemblement National, et que ceux qui pensent que c'est un parti qui s'est normalisé et qui n'est plus extrême droite continueront de le penser. Après, c'est intéressant de voir que Marine Le Pen, en tout cas, c'est ce qu'elle veut faire, la normalisation, parce qu'elle a proposé à Nicolas Dupont-Aignan de faire liste commune aux européennes. Je pense vraiment que c'est assez cosmétique ce changement de nom. Peut-être pour les gens qui n'ont pas connu le Front National et qui vont voter pour la première fois aux européennes éventuellement. Oui, enfin, il faut pas juste passer à la trappe. Les changements que Marine Le Pen a effectivement réalisés par rapport à la période où son père était aux manettes. Moi, je ne connais pas une déclaration raciste ou antisémite ou contre la religion musulmane en tant que telle qu'elle est faite depuis qu'elle est arrivée à la tête du Front National. Donc il ne faut pas faire comme si tout était pareil. Hein. Ça ne change pas par rapport à son arrivée, en fait. C'est toute la difficulté d'avoir un changement dans la continuité. D'ailleurs, le nom le traduit, parce qu'à la fois, il y a une espèce d'héritage, parce que le logo reste. Mais en même temps, il faut essayer d'exprimer de la modernité, toujours dans le rassemblement. Mais le front devient un rassemblement. Le front devient un rassemblement. On laisse le dernier mot aux internautes, à Marie, qui a l'air d'être assez favorable à la cause. En tout cas, Marine, elle, est vraie et sincère. Elle est pour le peuple. Macron et les autres, c'est tout le contraire. Tandis que Martin Marteau, c'est peut-être un pseudonyme, nous dit « L'anti-FN, c'est quoi? Maintenant, les idées du Front National passent dans presque tous les autres partis, puisque l'opinion publique les adopte. » Eh bien, c'est votre point de vue, chers internautes, et c'est tout l'intérêt de cette émission. Nous passons à un autre sujet qui n'a vraiment rien à voir. Emmanuel Macron a réagi vivement aux décisions, à la décision plus exactement du président américain Donald Trump de taxer l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, mais aussi du Canada et du Mexique. Condamnation qui a été l'occasion de dire tout le bien qu'il pensait du libre-échange. On n'entend plus beaucoup ce genre de déclaration en ce moment. C'est pour ça qu'on a décidé de vous la faire réentendre. Je pense que cette décision, elle est non seulement illégale, mais c'est une erreur à plusieurs égards. C'est une erreur parce qu'elle répond à des déséquilibres mondiaux, internationaux, qui existent de la pire des manières, c'est-à-dire en fragmentant et en faisant du nationalisme économique et commercial. Le nationalisme, c'est la guerre, comme disait François Mitterrand dans son dernier discours au Parlement européen. Le nationalisme économique, il mène à la guerre. Adrien Matou, est-ce qu'il a raison, là, Emmanuel Macron, de sonner le tocsin comme ça en disant « ça y est, la guerre revient » ? Pas du tout, à mon avis. Moi, je ne reconnais pas du tout la pensée complexe du président dans ce genre de phrase. Je trouve que pour le coup, le côté nouveau monde, là, ça fait très années 90, c'est un peu religion du libre-échange, le protectionnisme c'est la guerre, c'est une phrase qui n'est pas du tout justifiée historiquement, si on regarde, il n'y a aucune corrélation entre des politiques protectionnistes et la guerre. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans le côté idéologique d'Emmanuel Macron, qui ne cesse de dire qu'il est pragmatique, mais là, pour le coup, c'est une conviction, on ne sait pas trop sur quoi elle se base. Surtout qu'il a transformé un peu, parce que la phrase de François Mitterrand sur le nationalisme, c'était pas, en l'occurrence, il ne parlait pas du protectionnisme, il ne parlait pas d'économie, n'est-ce pas, Judith Weintraub? Enfin, vous n'étiez pas née, mais non, je me suis renseignée. Non, absolument pas. Hein. Il rendait hommage, bien sûr, à la construction européenne, à la pacification. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut faire un lien avec le sujet qu'on abordait en début d'émission. Un bon ennemi, c'est connu, ça permet de resserrer les rangs. Vous avez peut-être remarqué qu'Angela Merkel a réagi exactement sur le même registre, et là on quitte la référence à François Mitterrand, qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en disant, les décisions de Trump sont illégales, 2, on va riposter, et riposter en saisissant l'OMC, que Emmanuel Macron veut réformer. En tout cas, il va en modifier les règles de fonctionnement pour les rendre plus efficaces. Paradoxalement, ce qui est une épreuve sur le terrain économique pour l'Europe peut se révéler politiquement porteur d'union
et les cimenter. Alors peut-être qu'on regrettera que ce ne soit pas sur une grande cause humaniste, mais comme il semblerait que l'économie mobilise davantage les énergies et suscite et exacerbe les créativités mieux que les causes humanitaires, si ça permet à l'Europe, qui vraiment se dilue en ce moment, se morcelle, de se réunir contre un ennemi commun qui est sur le terrain économique Donald Trump, ça peut être positif. Et pour illustrer ce que vous venez de dire, on va écouter tout de suite le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui lui aussi annonce des mesures sévères, comme d'ailleurs le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui lui aussi est victime de ces mesures, puisque, je vous le rappelle, l'acier et l'aluminium canadiens sont également taxés avec une augmentation de 25% par les États-Unis, comme vient de l'annoncer Donald Trump. Will announce in the next coming hours counterbalancing measures. What they can do, we are able to do exactly the same. It's totally unacceptable that a country is imposing unilateral measures. Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. For 150 years, Canada has been the United States' most steadfast ally. Voilà, de toute évidence, il est colère là, Justin Trudeau. Une réaction, Richard Bouygues? Moi, je pense qu'on peut analyser, je vais revenir sur ce que dit Trudeau, mais d'abord, c'est une décision qu'il faut aussi et d'abord peut-être regarder à l'aune de la politique intérieure américaine. On est déjà dans le processus des élections de mi-mandat et Donald Trump a besoin de donner des gages à un électorat, le sien, auquel il a dit demain, je vous rendrai des éléments de croissance, des éléments de fierté et du travail. Et en taxant comme ça l'aluminium et l'acier européen et puis celui de l'ALENA pour aller vite, en fait on s'aperçoit que si sur l'électorat global aux États-Unis ça n'a pas d'incidence, sur l'électorat républicain, celui auquel Trump a besoin aujourd'hui de s'adresser, ça marche. Et il y a des analystes aujourd'hui, Corentin Salin et d'autres, qui en gros montrent très bien que c'est vraiment un propos à destination aussi d'une politique intérieure. Le fait est que disant ça, on sait qu'avec Trump, on a quelqu'un qui est un danger pour certains accords internationaux. Qu'aujourd'hui, la politique intérieure pèse plus que ce qu'est les risques et les impacts en matière de politique étrangère. Pourquoi Trudeau réagit comme ça? Il est le premier impacté, le Canada, par les mesures. C'est en gros celui qui va le plus commercer avec les États-Unis, celui qui fournit le plus en termes d'acier, et donc c'est celui qui va être aujourd'hui le plus impacté. Normal que ça réagisse, et du côté de l'Union européenne aussi. Ce qui veut dire que pour l'Europe, on peut entendre qu'il y ait une volonté de réagir, simplement c'est quels moyens? Et là je me dis, il y a peut-être une occasion, mais une occasion de faire quoi? Avec qui? Et en se mettant d'accord, comment? Parce que si c'est uniquement le coup du menton en disant que c'est difficile et qu'il va falloir réagir, mais on réagit pourquoi et comment? L'idée, c'est que peut-être qu'à cette stratégie de Trump, il ne faut pas opposer la même stratégie, mais peut-être être sur d'autres choses. Mais compliqué avec un partenaire qui a bien montré à plusieurs égards sur l'accord de Paris, sur le nucléaire iranien, que finalement les accords internationaux pèsent moins que la politique intérieure aujourd'hui aux États-Unis. Alors vous disiez que peut faire l'Europe? Eh bien, elle peut déjà porter l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce, qui est le gendarme du commerce international. C'est ce que vient de faire la Commission européenne. Ça n'a d'ailleurs pas échappé à Wonden Knie, qui nous dit « Attendons tranquillement ce que dira l'OMC et ce qu'en feront Trump et le président chinois ». Et puis il y a deux réactions intéressantes de nos internautes. Chris Bourbon qui dit « Ah, mais Macron n'avait-il pas infléchi Trump lors de son déplacement à Washington ?» Ah non, me dit-on, il est ironique, notre ami Chris. L'inflexion, c'est la version communication pour les Français, autrement dit, une fake news. Quant à Survette, il nous dit « Tout ce qui dérange leurs idées est illégal ». Alors, c'est ceux des libre-échangistes, j'imagine. Le vote des Italiens maintenant, la décision de Trump, étonnant, non. Benjamin Grange, votre point de vue sur ce sujet? Ce n'est pas tant mon point de vue que celui des Français que l'on a écouté à travers leurs nombreuses conversations. Et c'est vrai qu'on retrouve le propos, ce que vous avez cité, c'est que les Français sont un tantinet critiques sur les prises de position du président Macron. Il challenge le fait qu'il réagit un peu après la bataille. Ce sujet de la taxation de l'acier n'est pas nouveau. Enfin, le président Trump ne fait que mettre en exécution quelque chose qu'il avait annoncé. Et d'ailleurs, il le fait avec un tout petit sursis, puisqu'il avait laissé, un léger mois. Donc la question que se posent les Français, c'est pourquoi, lors de la visite diplomatique du président Macron, n'a-t-il pas abordé le sujet et n'a-t-il pas eu de résultats? Et ça rejoint, si vous vous souvenez, la semaine dernière, un sujet qu'on avait déjà traité, qui était que penser de la visite du président Macron en Russie. Et en fait, les Français challengent cette forme de diplomatie de la poignée de main où
ça se passe bien, il y a de très jolies photos, mais il ne se pince pas grand-chose derrière. Si on prend un peu de hauteur, Adrien Matou, est-ce que les décisions de Trump, ce n'est pas finalement une manifestation de plus que ce que vous disiez, ce libre-échange, en fait, il est remis en question partout, parce que c'était aussi la base de la construction européenne, c'était de dire la libre circulation des capitaux, des hommes, et puis là, ça coince de plus en plus. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Quand j'entendais Judith dire que l'Europe pouvait peut-être s'unir sur le libre-échange. Non, je constatais en tout cas qu'elle avait eu des réactions. Ah, vous n'êtes pas d'accord, formidable. Ah, pas du tout. D'une unanimité qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. Après, l'organe de recours, c'est évidemment l'OMC, puisque c'est l'OMC qui transforme la base de toute relation commerciale, c'est-à-dire le rapport de force. Tout n'est que rapport de force. C'est tellement en décalage avec les aspirations. En affrontement civilisé avec des règles. Oui, mais c'est tellement en décalage avec les aspirations des Européens, on le voit dans toutes les élections aujourd'hui. Moi, je trouve que vous avez titré « En retard d'une guerre », on est vraiment en retard d'une guerre. Là, on essaie de se rassembler tous sur le libre-échange, comme si c'était par principe une idéologie générale qui va tous nous assurer l'harmonie entre les peuples. Pour le coup, je pense que Trump, comme d'autres États d'ailleurs, a compris qu'on avait changé de paradigme, il fait du protectionnisme, et peut-être que justement, ça pourrait être l'occasion pour l'Europe de faire ce protectionnisme à elle. Parce qu'elle s'est toujours empêchée de le faire jusqu'à présent, on a été un peu les dindons de la farce. Elle s'est toujours empêchée de le faire, précisément parce que l'Allemagne tire une grande partie de son PIB, de ses échanges avec les pays extérieurs à l'Europe. Au détriment des autres pays européens. Absolument. Richard Bouygues, c'est ringard le libre-échange? Non, mais je trouve que le débat, c'est pas ou d'un côté le libre-échange ou de l'autre côté espèce de guerre commerciale. Il y a bien ça quand même, non? Non, mais il doit y avoir autre chose. Enfin, je veux dire, on ne va pas non plus louer la manière dont aujourd'hui Donald Trump traite ses principaux partenaires, qui sont la Chine avec la sanction sur, en gros, les 25% de taxes sur les produits hautement qualifiés, qui va, en gros, peut causer un problème. Il le fait avec le Mexique, il le fait avec le Canada, il le fait avec l'Europe. En fait, c'est les principaux partenaires des États-Unis sur lesquels il tape aujourd'hui. On ne peut pas dire non plus qu'il le fait d'une manière particulièrement élégante. Et quand il le fait, ce n'est pas forcément comme ça qu'on a envie d'imaginer le commerce au XXIe siècle. Ou alors, ça veut dire que derrière, on va être dans des mesures hyper mercantiles, mais en fait prises par les régions elles-mêmes avec leurs propres intérêts et plus du tout de logique sur un niveau de régulation internationale. Moi, je pense qu'il y a quand même entre le libre-échange et puis cette guerre commerciale, il y a peut-être à un moment donné un échange réciproque, du commerce réciproque. Il faut en réinventer les règles de la mondialisation, probablement, et l'Europe là a un rôle à jouer. Par contre, dire qu'à un moment donné, on est contraint d'être sur les deux polarités, là, je ne suis pas d'accord. Oui, sauf que le libre-échange, ce n'est pas l'absence de règles. Vu par Donald Trump aujourd'hui, c'est un peu ça. Je vous donne les points de vue des internautes. Tiens, Macron vient de découvrir que le libre-échange n'est pas le pays des bisounours, nous dit Johan. Tandis que Gérard râle en disant « Quid de Macron qui surtaxe l'essence ?» Effectivement, ça, c'est pas lié au libre-échange. Et Trump, qui sait que l'Europe est une machine lourde et peu efficace, nous dit Béatrice. Effectivement, on va voir si elle arrive à se mobiliser tout en ayant d'autres chats à fouetter. Encore un mot là-dessus, on s'est tout dit? Bon, eh bien, on s'est tout dit. Alors, heureusement, on a encore plein de sujets passionnants à traiter. Et celui-là en particulier, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, était auditionné avant-hier par le Sénat. Il y présentait la loi Asile et Immigration. Et il a fait cette déclaration choc, si ce n'est choquante. Regardez. Puis-je vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe. C'est choquant, cette déclaration, Adrien Matou, ou pas tant que ça, finalement? Peut-être qu'il y a une forme de vérité dans ce qu'il dit, dans le fait que les migrants, avant de faire leur voyage, choisissent les pays qui sont les plus accueillants. Mais moi, je considère qu'un ministre de l'Intérieur doit maîtriser son expression, choisir des mots peut-être, ne pas emprunter au lexique du marketing pour désigner une situation humaine. Je pense que peut-être que sur le fond, il n'a pas totalement tort, mais il y a un problème d'expression publique qui est en plus récurrent chez Gérard Collomb. Mais vous ne croyez pas qu'il le fait exprès? Je crois qu'il a une formation supérieure en lettres, non? Donc peut-être que Judith, finalement... Je crois qu'on ne peut pas mettre en cause son approximation ou sa sémantique défaillante. Il sait exactement ce dont il parle. Mais rappelez-vous, d'ailleurs, cette polémique-là avait déjà été lancée...
par Nathalie Loiseau, quand elle avait parlé de shopping. Et en fait, après rapide vérification, on s'était aperçu que c'était le langage utilisé dans les documents anglophones, y compris par les organisations humanitaires. Voilà, on rappelle que donc Nathalie Loiseau, c'est la ministre des Affaires européennes, et ce shopping, c'était le fait pour les migrants de choisir le pays où ils voulaient arriver en Europe. Voilà, en fonction de critères d'accueil, de possibilités d'exercer une profession, de regroupement familial, etc. Donc c'est exactement du benchmarking. Et Esther Benbassa, à l'époque sénatrice Europe Écologie Les Verts, avait crié très très fort contre Nathalie Loiseau. Et en fait, feignant de s'offusquer de la forme, elle exprimait un désaccord de fond. Pour une certaine partie de la gauche, la totalité des Verts, mais aussi une certaine partie de la République En Marche, de la majorité, qui l'a dit à l'occasion de la loi Asile-Immigration, il faut accueillir tous les gens qui ont fait l'effort de venir en France dans des circonstances périlleuses. Il ne faut pas distinguer les réfugiés économiques, c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot, en disant que réfugié économique, c'était une expression qui lui donnait un sentiment de malaise. Et je reviens à votre question, d'où l'utilité de Gérard Collomb. Gérard Collomb est un homme qui vient du Parti socialiste, de l'aile droite du Parti socialiste, certes, mais de gauche. Dans le gouvernement de Macron, c'est quasiment ce qui se fait de plus à gauche. Et grâce à ça, même s'il y a eu grincement de dents et protestations, il a réussi à faire passer un texte très dur et dans lequel la droite, malgré ses critiques, se reconnaissait assez sur l'asile et sur l'immigration. Donc c'est sa valeur ajoutée politique. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron lui permet cette liberté d'expression, à mon avis. Benjamin Grange, choquant, pas choquant cette déclaration? Les Français sont vent debout. Voilà, face à cette expression, on est typiquement dans le politiquement incorrect. Alors évidemment, c'est toutes les associations qui tiennent la dragée haute et qui font en sorte que les conversations s'animent en disant oui, c'est totalement scandaleux. Et puis quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, je ne sais pas, je ne les qualifierai pas, je ne les jugerai pas, qui disent finalement, il y a peut-être un peu de pragmatisme. Il y a peut-être un peu de pragmatisme au niveau du comportement des migrants et ce n'est pas si choquant que ça. Puisque finalement ils choisissent une autre vie, que d'aller choisir le pays qui est le plus accueillant. En complément de ça, moi je voulais vous faire part d'une expérience personnelle que j'avais eue, parce que j'avais travaillé il y a une dizaine d'années sur le retour volontaire, sur la communication, comment faire en sorte qu'on puisse communiquer le retour volontaire, qui est un sujet qui était très épineux. C'est-à-dire des gens qui avaient immigré en France, voilà, et qui étaient susceptibles de rentrer chez eux de leur propre fait. En tout cas, qui avaient été refusés, en tout cas en tant que réfugiés, et donc se poser la question de savoir si on ne pouvait pas les raccompagner dans leur pays. Et donc dans l'étude je dirais des leviers, de la manière de poser la communication, on avait interrogé des migrants qui étaient arrivés sur le sol français, et puis des migrants dans leur pays d'origine, et dans plusieurs pays d'origine. Et on s'est aperçu que finalement il y avait une image du migrant qui était dans son pays d'origine, une image de la France qui était bien plus haute que la réalité. En fait, il y a vraiment cette image d'aller chercher un Eldorado, que tout est facile, que finalement, une fois qu'on a fait le voyage, qui est par contre très éprouvant, très dur, eh bien, on arrive sur un territoire qui va permettre une nouvelle vie. Et puis quand on interrogeait le migrant qui était sur le territoire français et qui venait en plus de se faire refuser sa légalisation sur le territoire, eh bien lui, c'était un désenchantement le plus complet parce qu'il ne trouvait évidemment pas du tout ce qu'il y avait. Donc ça ne m'étonne pas qu'on ait ce sujet-là, parce qu'il y a un vrai sujet de la perception finalement des pays d'Europe, dans leur capacité finalement à offrir une nouvelle vie au niveau des populations qui espèrent qu'autre chose. Richard Bouygues, elle est choquante, pas choquante cette déclaration? Vous imaginez bien qu'elle m'a beaucoup plu. C'est parce que vous appartenez au même parti que Gérard Collomb, c'est pour ça? Il y a très longtemps, et je pense qu'on n'a plus les mêmes lectures de Jaurès, mais bon, peu importe, lui qui l'a beaucoup cité, je pense qu'il devrait replonger dedans certains jours. Non, moi je pense que c'est une expression qui est inappropriée, c'est une expression qui est choquante, et dans le benchmarking, il n'a pas choisi les mots par hasard. Gérard Collomb, il a choisi des mots pour taper, pour provoquer, pour piquer, mais ça veut dire quand même qu'à un moment donné, on donne une image des migrants, parce que ce n'est pas d'un migrant ou d'une catégorie d'entre eux qui pourrait s'adonner à ça. Mais on donne une image des migrants qui me semble à un moment donné complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité de ce qui est vécu. Et regardez encore les actualités aujourd'hui. Des personnes qui vont migrer parce qu'elles sont détenues
en esclavage, d'autres parce qu'elles fuient la guerre. Oui, d'autres non, parce mais qu'elles... c'est sur le lieu de destination. Non, mais les gens qui sont à Calais le disent, qui veulent passer en Angleterre Oui, et non mais- pas rester en France. Certes, mais pour autant, dire qu'on fait du benchmarking comme si on avait une espèce d'un catalogue et une brochure de tourisme dans lequel on va aller se pointer, franchement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand les gens risquent leur vie et traversent tous les pays tels qu'ils le font, à un moment donné, c'est l'espoir d'arriver et ils savent pas forcément où ils arrivent et ils n'ont pas forcément choisi la destination. Dire qu'il y a une attente sur quelque chose ailleurs, oui, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on fuit et qu'on y va, bien évidemment. Mais de là à dire qu'à un moment donné, on est dans des logiques de benchmarking, monsieur le directeur des ventes, là, il y a un côté qui est un peu choquant. Moi, j'entends que les associations qui travaillent avec les migrants aient été choquées par ce monde. Il n'est pas du tout adapté et surtout, on avait eu, vous l'avez dit, Nathalie Loiseau, qui avait eu cette expression et qui avait suscité la polémique à l'époque. Remettre un peu une expression similaire, c'est remettre à un moment donné de l'huile sur le feu. Quand ce sont des organisations humanitaires qui font du secours aux migrants, qui l'utilisent, ça ne vous choque pas? Parce que c'était utilisé dans les textes de la Oui, Commission. mais n'empêche qu'elles l'ont reprise. Oui, mais bon, c'était pas dans leur expression publique. Pour décrire des faits. Si, c'était dans des documents publics. Elles ne l'ont pas dit dans une édition comme celui-là et dans le moment qui est celui-là. Elles le disent dans des échanges qui sont rendus publics. Oui, mais pas dans cet esprit-là, franchement. Je donne la réaction des internautes. Gabriel qui nous dit Colomb a raison. Et tant pis si en disant la vérité, il dérange certaines autruches qui auraient préféré rester la tête dans le sable. Gérard, lui, s'indigne. Ce n'est pas les migrants qu'il faut cibler, mais les réseaux de passeurs. L'esclavage qui est la double peine de ceux qui viennent pour fuir l'enfer et se retrouvent piégés par des exploiteurs. Tandis que Pluriel 59 nous dit « Appelons un chat, n'en déplaise aux aficionados du politiquement correct ». Est-ce que l'émotion soulevée par cette expression, c'est pas aussi le fait que chez certains responsables politiques ou associatifs, on voudrait traiter le problème des migrants sur un registre purement émotionnel et pas du tout rationnel. Et le fait que les migrants puissent être dans une espèce de stratégie, ils ont tous des téléphones mobiles et c'est bien normal, et que donc ils peuvent probablement contacter leurs proches qui sont dans un pays ou dans l'autre. Montrer que cette migration est organisée, c'est une façon de dire ce n'est pas cette espèce de mouvement irrésistible de survie qu'on décrit partout. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça d'ailleurs, vos réactions. Non, mais pour le coup, ma réaction était plutôt sur la forme, parce que effectivement, sur le fond, peut-être que c'est pas faux de dire qu'il y a des stratégies chez les migrants, etc. C'est même sans doute un petit peu vrai. Voilà, mais, on y arrive. Non, mais ça, on est d'accord. Mais si on analyse froidement les choses, on va juste comparer un ancien ministre de l'Intérieur qui est Bernard Cazeneuve. Dans son expression, il n'était pas accusé d'être un immigrationniste fou ou quelqu'un de mou. Il était chirurgical, précis, sobre. Là, Gérard Collomb, il donne l'impression d'être approximatif. Et ce n'est pas la première fois. Quand il dit dans les manifestations, les Black Blocs, ils cassent tout, et les manifestants qui sont à côté devraient intervenir. Franchement, je ne sais pas comment on va me faire avaler que c'est calculé. Parce que si tout ça est calculé, c'est machiavélique. Hein. Moi, je crois que je vous ai expliqué ce que j'en pense. C'est qu'il bénéficie d'une liberté de parole, d'une marge de manœuvre qui est assez rare dans ce gouvernement, qui est plutôt verrouillé par Emmanuel Macron, parce qu'il a une valeur ajoutée politique venant de la gauche. Et est-ce qu'il dit tout haut ce que Macron pense tout bas, vous croyez? De temps en temps, oui. En même temps. Sur ce sujet-là, quelle est votre intime conviction? Adrien Matou, vous êtes journaliste politique, vous suivez ça de près? Je pense qu'il est d'accord. De toute façon, il avalise toutes les décisions. Il le pense peut-être un peu plus poliment que Gérard Collomb, mais sur le fond, ils sont assez d'accord. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, c'est plutôt un atout pour Emmanuel Macron d'avoir un ministre qui vient de la gauche et qui tient sans doute le discours le plus à droite de tous les membres du gouvernement. Et Dieu sait qu'il est à droite. Le discours le plus à droite, à gauche. Déjà, voilà. Finalement. Après, moi, je trouve quand même je trouve que sur la forme, quand même, ça pose question. Et notamment, quand on voit la majorité, il y a quand même 115 députés En Marche qui ne sont pas allés voter la loi Asile-Immigration. Certains ne sont pas venus, d'autres se sont abstenus. Il y a quand même peut-être un sujet Gérard Collomb qui va se poser au bout d'un moment. Je ne rejoins pas totalement. Tant mieux, comme ça il y a des points de vue différents. Parce que il est compréhensible que qu'un migrant qui veuille changer de vie imagine, ou en tout cas choisisse les pays où il a envie d'atterrir. Ça paraît normal. Après, ça nous renvoie à l'expression de Gérard Collomb. Il aurait dit les migrants choisissent le pays, sélectionnent les pays, identifient les pays qui... À la limite, je pense que ça aurait beaucoup moins fait réagir. Il a utilisé là un vocabulaire qui est le vocabulaire de l'entreprise, qui finalement, comme on sélectionne les différents produits dans une entreprise. Et
ce parallèle-là, je ne pense pas qu'il soit fait inconsciemment. Il a voulu faire réagir derrière ça. Donc je poserai pas l'hypothèse que c'est un acte maladroit. Non, il a voulu faire réagir. Oui, il y a cette idée derrière que finalement, ce sont des décisions qui sont très rationnelles, que ce n'est pas juste un réflexe de survie chez les migrants. Et donc derrière, la réponse qu'il est en train de proposer doit être une réponse tout aussi rationnelle et non plus dans l'émotionnel comme on a l'habitude de traiter ce genre de sujet. Richard Bouygues ? Non, juste sur est-ce que le ministre de l'Intérieur et le président de la République sont en lien. J'aime beaucoup les déclarations de Laurence Rossignol, qui je crois ont été très claires en montrant qu'il y avait un lien entre les deux. Donc, Laurence Rossignol, c'est une ancienne ministre socialiste qui est aujourd'hui sénatrice socialiste et qui a été très pertinente dans cette approche. Après, encore une fois, j'ai l'impression en fait qu'on met avec cette expression qui effectivement est faite pour faire réagir, et elle le fait, elle fait même réagir dans le propre camp du président de la République. Les déclarations de Gabriel Attal sont complètement, j'allais dire, atténuantes et se démarquent de ce qu'a dit Gérard Collomb. Député de la République En Marche, qui critique à mot à peine couvert la déclaration du ministre. Non, qui la critique telle qu'elle, en disant qu'en gros, le benchmarking, c'est entre mourir sur place et partir. Je le caricature à peine, ses propos. Et c'est pas son habitude de critiquer. Et c'est pas son habitude, et c'est pas exactement son expression habituellement. Quand on a Benjamin Griveaux plus Castaner qui derrière passe pour essayer de faire le service après-vente de l'explication du pourquoi il a dit ça, que finalement c'était pour les passeurs, c'était pas pour les migrants, que c'était pour... Concrètement, on voit bien qu'il y a eu, à travers cette expression, un espèce de malentendu au sein de la majorité. Alors, est-ce que ça s'est organisé aussi ? Je ne pense pas tel que c'est organisé. Donc oui, ça a suscité... Pourquoi ça a suscité de l'émoi ? Parce qu'on a dit, et on voit qu'aussi on a des migrants qui fuient la guerre, et que ces migrants-là, ce n'est pas des migrants qui choisissent de la même manière que ceux qui sont peut-être avec des projets, avec d'autres. Là, il y a aussi ceux qui fuient et il y a ceux qui migrent pour des projets. Ce n'est pas exactement la même chose. Et mettre tout le monde, à un moment donné, derrière cette idée du benchmarking pour tous, c'est ça qui est, je crois, à un moment donné, choquant. Et encore une fois, il n'y a pas que des migrations qui sont liées à la fuite de la guerre. Dans le monde, il y a des millions de migrations. Je crois que c'est 36 millions de migrations qui sont volontaires. On ne parle pas de celles-là. Là, on parle de gens qui sont poussés à fuir parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a des réseaux qui sont là à un moment donné pour profiter et exploiter ces personnes. Donc c'est cette espèce de généralisation, et comme si on était avec des gens qui étaient dans, encore vous l'avez dit, mais des stratégies d'entreprise, alors qu'il y a des stratégies de survie. Et Gabriel Attal avait sur ce coup-là raison, et je serais d'accord avec lui sur ce point. Je vous propose de laisser le dernier mot plein de sagesse à Johan qui nous dit « Pourquoi n'y a-t-il pas de discours serein sur l'immigration en France ?» Oui, c'est vrai, ça n'est sans doute pas près d'arriver. On a beaucoup de chance ce soir d'avoir 4 intervenants de qualité et en plus un spécialiste du football, c'est Richard Bouygues. Alors, c'est un sujet un peu hors procès-verbal, mais vous n'êtes pas obligé de donner tous votre point de vue là-dessus. Je vois Judith Van Trop qui s'affole parce que le football, c'est pas sa spécialité. Heureusement, c'est celle de Richard Bouygues, entre autres. Coup de tonnerre hier, Zinedine Zidane qui annonce qu'il renonce à entraîner le Real de Madrid. Est-ce que c'est pour faire autre chose ? Est-ce que la France a besoin de Zidane, comme a dit le président de la République ? Moi, je ne suis pas dans la tête de Zinedine Zidane, par ailleurs. Il y en a qui étaient dans celle de John Malkovich, mais enfin, moi, je ne suis pas dans celle de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane arrive à un moment donné où il fait 3 coupes, 3 Ligues des Champions. Il a été vainqueur une fois du championnat. Il a une équipe qui arrive un peu au bout. Il va falloir la modifier, il va falloir faire des recrutements. Son management, cette année, a été bon, mais il a été aussi un petit peu chahuté. Il est au fait de sa gloire, il se retire. Moi, je pense qu'il fait, il fait un bon choix, il part au bon moment, il part avec les honneurs, il part avec l'aura. Il a été un excellent joueur, il est un excellent entraîneur, il se retire. Il n'annonce pas où il va, il le fait de manière plutôt sage et posée. Et là, tout d'un coup, par contre, ce qui est surprenant, c'est les tonnes et les tonnes et les tonnes qu'on en fait à côté. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène Zidane qui dépasse le simple fait qu'un entraîneur fasse une conférence de presse pour annoncer, non pas une catastrophe, il arrête d'être entraîneur d'une équipe, il pourra en entraîner d'autres. Ce fait-là fait que tout d'un coup, il y a un écho. Et ça prouve quoi ? Ça prouve que ce joueur incarne quelque chose et qu'il a une résonance particulière en France. Vous faites la même chose avec plein d'autres entraîneurs. Vous avez une conférence de presse qui fait un flop. Lui, c'est quelque chose de très fort. Quelques jours avant une Coupe du Monde, c'est pas forcément dans un calendrier qui est maîtrisé, mais qu'est-ce qu'il va faire derrière ? Je n'en sais rien. Il y a plein d'hypothèses. On dit il a envie de l'équipe de France.
Si l'équipe de France ne fait pas de bons résultats, ce qu'on ne souhaite pas en Russie, on verra. Certains disent il y a une stratégie, par exemple, il y a une stratégie pour certains de dire il est peut-être aussi tenté par finalement des organismes UEFA ou FIFA, l'UEFA dont il va y avoir des élections prochainement. Est-ce que c'est ça sa stratégie? D'autres qui disent que peut-être il a un contrat qui l'attend au Qatar. Pour le moment, on n'en sait rien. Toutes les conjectures sont ouvertes. À voir. En tout cas, moi je suis pas médusé, mais un peu surpris par l'écho démentiel de cette conférence de presse, mais qui me confirme que avec Zinedine Zidane, les choses sont toujours un peu plus extraordinaires en écho que pour tous les autres. Est-ce que la France a besoin de Zinedine Zidane? Il a déjà montré qu'il a bien servi la France, me semble-t-il. Adrien Matou, mon petit doigt me dit que vous aimez beaucoup le foot. Oui, il va où Zidane, à votre avis? C'est quoi votre scénario? Moi non plus, je ne suis pas dans la tête de Zinedine Zidane, mais je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il met une énorme pression sur Didier Deschamps, puisque là, il est disponible. Tout le monde parle de lui comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, et même quand il était au Real, on en parlait déjà. Donc là, pour Didier Deschamps, qui en plus est un petit peu en fin de cycle, à part gagner la Coupe du Monde, je ne vois pas beaucoup d'options pour rester. Eh bien, Didier Deschamps, le message est passé. Vous avez intérêt à être performant. On vous attend en Russie avec votre équipe. Ça commence quoi, dans 15 jours, c'est ça, la Coupe du Monde? C'est ça. C'est ça. Bon, eh bien, on s'en est sorti. Pourtant, le football, ce n'est pas ma spécialité, à moi non plus. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Point de vue, c'est fini pour ce soir, mais ça revient lundi, même heure, même endroit. Très bon week-end.